Nous aurons au téléphone également des spécialistes que nous inviterons, mais ils sont loin, donc on va les contacter au téléphone. Il y aura Marie-Stella Duchiron, qui est un ingénieur de l'ENGREV, donc le génie rural des eaux et forêts, qui est docteur ès sciences, et qui a étudié beaucoup ces dernières années le scandale des éoliennes, énergie prétendument renouvelable. Elle nous parlera de ce drame, parce qu'on peut parler aujourd'hui d'un véritable drame national. Il y a d'ailleurs un ouvrage d'Alban Darguin, publié aux éditions Synthèse, qui s'intitule « Les éoliennes, un scandale d'État ». Je vous invite à lire, à acheter, à lire cet ouvrage qui est tout récent, qui coûte la modique somme de 20 € et qui explique comment on a fait croire aux gens que les éoliennes étaient un moyen d'avenir pour remplacer l'énergie nucléaire, ce qui est une imposture totale. Et non seulement les éoliennes vont s'avérer inutiles et nuisibles, mais elles produisent beaucoup de nuisances, notamment des nuisances sonores, des infrasons, des vibrations extrêmement mauvaises pour la santé, d'autant plus que, comme on le dira, leur distance d'implantation par rapport aux habitations en France n'est que de 500 mètres, alors que dans beaucoup d'autres pays, dans la plupart des pays civilisés, pourrait-on dire, on a une distance minimum qui est de 1200, 1500 mètres, voire 2000 mètres, notamment dans certains États américains, parce qu'il faut tenir compte justement du risque de nuisance sonore liées aux infrasons pour les hommes et également pour les animaux, pour le bétail notamment. Bon, la prolifération des éoliennes est un véritable souci qui nous menace tous, sachant que ces éoliennes peuvent être implantées, pour ceux qui vivent à la campagne, du jour au lendemain, en face de chez eux. Alors évidemment, ceux qui habitent à Paris seront moins menacés. Ça m'étonnerait qu'on installe des éoliennes sur l'Arc de Triomphe ou avenue des Champs-Élysées, quoique on ne sait jamais, avec Madame Hidalgo, toutes les idées peuvent arriver, hein, mais bon, ça paraît peu vraisemblable, mais pour ceux qui habitent à la campagne, plus personne n'est à l'abri. Voilà, alors je demande, il faudrait qu'on aborde maintenant la question des énergies renouvelables, parce qu'il y a un postulat aujourd'hui qui s'appelle la transition énergétique. Il y a même une loi sur la transition énergétique. Alors bien sûr, il s'agit de passer essentiellement de l'énergie carbone, d'énergie fossile à l'énergie électrique, mais se pose en arrière-plan la question de quelle fabrication d'électricité. Parce que fabriquer de l'électricité avec des centrales nucléaires, c'est tout à fait possible et c'est très efficace. Fabriquer de l'électricité avec des panneaux solaires et des éoliennes, c'est une véritable gageure et je ne suis pas du tout persuadé qu'on y arrivera. Alors avant d'appeler au téléphone Marie-Stella Duchiron, qu'on va essayer de joindre en Bretagne, Monsieur Combi, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'arrêter l'énergie nucléaire et de passer à des énergies dites... Alors, deux mots sur cette loi de transition énergétique. Voilà. Alors moi, je suis vent debout contre cette loi pour la raison suivante. La transition énergétique, c'est extrêmement important. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne produit pas l'énergie comme hier, et demain, on la produira encore autrement. Donc il va y avoir une transition de toute façon. Elle se fera la question, c'est de savoir quelle transition pour aller où. Parce que si c'est pour aller dans le mur, c'est pas la peine. Moi, je suis pas d'accord. Et donc, la transition qui nous est proposée, c'est un concept important, la transition énergétique, mais il faut pas la rater. Oui. Et la transition qui nous est proposée n'est pas la bonne. C'est une transition qui nous emmène droit dans le mur énergétique. Alors, en quoi consiste-t-elle, cette transition qu'on nous propose ? Eh bien, elle consiste à glorifier les énergies intermittentes, diffuses et extrêmement onéreuses, qui sont les énergies renouvelables, oui. Et on part d'une manière dogmatique avec comme idée qu'il faut absolument diminuer l'énergie nucléaire qui est présentée, qui est supposée dogmatiquement mauvaise, pour des par nature, idéologiques, par nature, extrêmement mauvaise au départ. Donc on va lui mettre un maximum, puisqu'on en a déjà, il faudrait s'en débarrasser le plus vite possible, et on lui met un maximum qu'on peut pas dépasser, avec une décroissance la plus rapide possible, ce qui est complètement stupide, puisque c'est ça qui fait que le monde entier envie l'électricité nucléaire française, qui est propre et 2 fois moins chère que celle de tous nos voisins en Europe. Et donc, il faut, pour une énergie qui est bonne, qui est décarbonée, qui est sûre et qui est propre, il ne faut pas un plafond de production et une décroissance. C'est l'inverse. Il nous faut un minimum de production qu'on pourrait fixer, comme ça a été fait dans cette loi. Ils ont décidé de mettre en plafond le niveau actuel, ce qui fait qu'on ne peut pas construire de nouveaux réacteurs, alors qu'il y en aurait l'usage, notamment pour stabiliser tout le réseau électrique européen et des autres pays autour de nous qui ne veulent pas en faire. On pourrait leur revendre beaucoup plus d'électricité en construisant quelques réacteurs de plus. La France pourrait aussi être le premier pays au monde, grand pays industrialisé, à être 100% décarboné, alors qu'on n'a pas de ressources
importante, ni charbon, ni gaz, ni pétrole. Et donc, on pourrait faire du 100% décarboné et montrer, là, on est à 95% décarboné pour l'électricité, ce qui est bien, mais on pourrait électrifier nos transports avec les voitures et les camions. On pourrait électrifier le chauffage pour sortir du fioul qu'on utilise encore beaucoup pour le chauffage et qui pollue l'atmosphère et les villes, et être le premier pays 100% décarboné de la planète alors qu'on n'a pas d'autres ressources que le nucléaire. Et donc, cette démonstration, il suffirait de faire quelques réacteurs de plus, pas beaucoup, moins de 10 pour faire un pays qui serait pas 100% nucléaire, puisqu'il y aurait encore de l'hydraulique et un peu de renouvelable malgré tout, mais qui serait 100% décarboné. Et à un prix beaucoup moindre que ce que nous coûte aujourd'hui le renouvelable mal fait en dépit du bon sens. Alors le renouvelable, Pascal Renardet, tout à l'heure, vous l'aviez évalué. Combien représente-t-il aujourd'hui? Entre 3 à 4%. Alors, comment peut-on imaginer que l'on va passer de 3 à 4% à 100% ou à 80%, et d'autant plus que cette énergie dite renouvelable présente de très nombreux inconvénients qui ne sont absolument pas, qui sont connus de tous. Et là, alors je ne sais pas si est-ce qu'on a Madame Duchiron en ligne? Je ne sais pas si on peut, parce qu'elle a étudié cette question. Madame Duchiron, donc, est doctoresse sciences et alors faut peut-être mettre le casque. Allô, oui. Oui, bonjour. Voilà, bonjour Marie-Stella. Alors voilà, vous avez entendu l'émission? Oui, tout à fait. Bon, alors nous avons émis donc un avis critique sur les énergies dites renouvelables, prétendument renouvelables. Vous avez étudié le problème des éoliennes en particulier. Quelles sont? Oui. Alors, on a vu qu'elles étaient faiblement productives d'électricité puisqu'elles dépendent des vents qui sont intermittents et elles produisent surtout de l'électricité quand on n'en a pas besoin et pas quand on en a besoin. Oui, ce qui est déjà contrariant. Je voudrais d'abord faire un préambule. Oui. Les énergies renouvelables ont été suscitées et soutenues par l'Union européenne par rapport à l'émission de gaz carbonique. Oui. Or, la France, de par son parc nucléaire, est le pays d'Europe qui émet le moins de gaz carbonique. Oui. Donc, nous n'avons pas besoin d'éoliennes selon la demande de l'Union européenne. Alors, pourquoi a-t-on poussé... Pourquoi ce fanatisme? Voilà. Eh bien, ça part d'un autre mouvement qui s'appelle « Sortir du nucléaire » et qui n'a rien à voir avec la question du gaz carbonique. Parce que, comme le disait un de vos interlocuteurs tout à l'heure, l'énergie éolienne dépend du vent, qui est intermittent. Donc, comme on ne peut pas stocker l'énergie, quand il n'y a pas de vent, eh bien, on est obligé, quand il y a du vent, on est obligé de baisser une centrale. On ne baisse pas une centrale nucléaire, mais on baisse une centrale thermique. Et quand il n'y a plus de vent, on relance la centrale thermique, ce qui fait que ces centrales thermiques fonctionnent par à-coup. Et faites rouler votre voiture en appuyant par à-coup votre accélérateur. Vous allez polluer énormément. Voilà, elles consomment plus. Alors, les éoliennes ont en plus un impact désastreux sur le paysage. On a eu tendance longtemps à considérer que c'était pour les autres et qu'on n'était pas menacé, mais quand on voit les projets totalement délirants du gouvernement, on peut s'inquiéter. Le risque de voir des éoliennes s'implanter à proximité de chez vous n'est pas négligeable. Quelles sont les principales nuisances? Est-ce que vous pouvez nous en parler, vous qui les avez bien étudiées? Alors en fait, les nuisances... Bien oui. Il y a Bruno Combi qui voudrait dire 2 mots, mais peut-être qu'on laisse Marie-Stella nous expliquer quelles sont les principales nuisances, et puis ensuite vous rebondissez. Oui, allez-y. Alors, je vous en... la nuisance qui est la plus répétée dès le départ, c'est la nuisance sonore. Voilà. Alors déjà en septembre 1998, le manifeste de Darmstadt en Allemagne dénonçait les nuisances sonores, mais également infrasonores de l'éolien industriel en Allemagne. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment se constituent les sons. Les sons, en fait, ce sont des ondes. Et ils vont se différencier suivant leur fréquence. Alors, vous avez les sons qui ne sont pas audibles, qui se situent en dessous de 16 Hz. Les infrasons, oui. Ce sont les vibrations acoustiques de très basse fréquence. Donc les infrasons. Ensuite, les sons audibles de fréquences situées entre 16 000 et 20 000 Hz. Et au-delà, ce sont les ultrasons, donc des sons très aigus qui ne sont pas audibles chez l'homme, mais qui sont perçus par les chiens, les chauves-souris. Les chauves-souris, oui, et les insectes, oui. Voilà. Donc les éoliennes, elles vont produire des sons, des infrasons, et je pense que les personnes qui souffrent également disent percevoir des ultrasons. Il y a des vibrations
Et tout cela provoque des symptômes qui, si la personne reste de façon prolongée exposée à ces nuisances, la personne va développer ce qu'on appelle un syndrome vibroacoustique ou le syndrome de l'éolien. Ouais. Alors, voulez-vous donner la parole à votre collègue? Mais alors peut-être qu'on va demander à Bruno Combi justement de réagir par rapport à ce que vous venez de dire à la minute. Alors, oui, effectivement, il y a quelques inconvénients aux énergies renouvelables. Elles ont un avantage, c'est qu'elles sont renouvelables, mais elles ont des inconvénients. Alors, d'abord, la meilleure des énergies renouvelables, c'est l'énergie hydraulique, qui fournit quand même 15% de notre électricité en France. On n'en parle jamais de celle-là. C'est l'eau des barrages. Hein. Elle est propre. Elle est propre. Elle n'est pas sans inconvénient, parce que quand vous avez une rupture de barrage, ça fait du dégât. Et il y en a eu. Oui. Souvenez-vous, dans les années 1950 en France, on a eu une rupture du barrage de Malpasset, où il y a eu presque 500 morts d'un coup. La ville de Fréjus, il y avait une vague qui faisait encore une dizaine de mètres de hauteur. C'était un tsunami. Hein, quand c'est arrivé au niveau en amont, au niveau de la ville de Fréjus. Ah oui. Et donc c'est pas sans danger l'énergie hydraulique. Vous avez des barrages à Morvi en Inde, par exemple, la même année que l'accident de Three Mile Island. Tout le monde se souvient de l'accident américain, qui n'a pas fait de mort. Mais la même année, en 1979, à Morvi en Inde, il y a un barrage qui a lâché et il y a eu plus de 30 000 morts. Voilà, et donc personne n'en parle. Oui. Donc il y a un peu un traitement différencié au niveau des médias. Mais les énergies renouvelables, donc si ça fonctionnait, je serais le premier à signer pour avec les deux mains. Malheureusement, elles ont des inconvénients. Notamment le fait que c'est intermittent. Et s'il y avait une solution à l'intermittence qui serait facile et bon marché, mon avis serait différent. Mais malheureusement, il n'y a pas de solution à l'intermittence. En hiver, on a le plus besoin d'électricité quand il fait froid pour chauffer les maisons. Et à ce moment-là, on est généralement dans un régime de météo anticyclonique où il n'y a pas de vent, ou très peu de vent. Or, l'énergie produite par le vent, c'est fonction du cube de la vitesse du vent. Donc quand il y a un vent faible, il n'y a pas d'énergie du tout. Ouais. Voilà. Et il faut un vent très fort pour que ça produise l'énergie correctement. Donc le rendement moyen des éoliennes en France, par rapport à la puissance totale installée, c'est d'environ 15 ou 20%. Donc c'est vraiment quand même assez faible. Et on n'a pas ça au moment où on en a besoin. Et c'est pas programmable. Donc c'est ce qu'on appelle une énergie fatale. C'est-à-dire que quand elle est produite, il faut la consommer. Donc comme Madame vient de nous l'expliquer, ça oblige d'autres outils de production à diminuer leur production. Et en l'occurrence, le nucléaire aussi doit diminuer sa production quand on a trop de renouvelables. Et on commence à arriver en France. Il y a du suivi de charge qui est fait par environ la moitié de nos centrales nucléaires qui peuvent moduler la charge en fonction des besoins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des météorologues dans les centrales nucléaires, pour savoir s'il va faire beau et s'il y aura du vent. Ah oui. Oui, absolument, pour prévoir la consommation des jours suivants. Alors ils ne sont pas dans les centrales nucléaires, c'est plutôt dans la gestion du réseau. Alors il y a un moyen de stocker l'énergie dont parlait Pascal Renardet, c'est le pompage. Oui, les STEP. Les STEP, oui. C'est-à-dire station de transfert d'énergie par pompage. Bon, ces stations existent déjà pour l'énergie nucléaire parce que l'énergie nucléaire a un inconvénient, c'est que pratiquement on est obligé de garder la capacité constante. Donc si on n'a pas besoin de cette électricité, on utilise actuellement l'EDF utilise ces steppes pour remonter de l'eau et refaire redescendre l'eau quand on en a besoin. Donc ces steppes, éventuellement, ce principe pourrait être utilisé pour les éoliennes. Pour l'instant, il n'en est pas question. Je pense que il faudrait justement, pour que les éoliennes puissent remplir leurs fonctions correctement, il faudrait créer des steppes spécifiques, des steppes spécifiques à l'éolien. Sauf que malheureusement, ce n'est pas possible parce que les steppes permettent de stocker quelques heures de consommation électrique en France, alors que l'éolien, le vent ne peut ne pas souffler pendant des semaines entières quelquefois. Et donc l'intensité du stockage qui sera nécessaire n'est absolument pas possible à réaliser, même si on multipliait considérablement le nombre de steppes que nous avons. Alors quand on voit le projet actuel du gouvernement qui consiste à arrêter progressivement le nucléaire et
et à couvrir la France d'éoliennes, on est épouvanté. Parce que, alors c'est ce que je rappelle le titre du livre Éolienne, un scandale d'État d'Alban Darguin, édité aux éditions Synthèse, parce qu'on s'aperçoit que derrière l'engouement soudain des investisseurs pour les éoliennes, il y a un système totalement aberrant, puisque EDF s'engage à racheter le courant à un prix exorbitant. Et oui, alors le prince me dit qu'il faut que attendez, question, je comprends pas, j'arrive pas à lire, donc on verra après. On s'engage à racheter le courant à un prix absolument exorbitant, ce qui attire beaucoup les investisseurs, mais ça aboutira à couvrir le pays d'éoliennes avec un impact sanitaire et environnemental désastreux. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez lu le livre d'Alban Darguin, Monsieur Combi? Alors je vais vous donner une image pour que nos auditeurs comprennent bien ce dont il s'agit. Si on voulait produire autant d'énergie qu'un réacteur EPR. Un réacteur EPR, c'est la taille d'un gros immeuble ou d'un bâtiment. Et pour produire autant d'énergie avec des éoliennes. Alors d'abord, les éoliennes modernes, c'est pas des petites éoliennes sympathiques qu'on met dans son jardin et qui produisent toute l'électricité dont on a besoin. Les éoliennes modernes, ce sont des monstres d'acier qui sont 2 fois plus hauts que la cathédrale de notre pays. Notre-Dame de Paris, ça fait 72 mètres, la cathédrale de Paris. Mais les éoliennes modernes, ça fait jusqu'à 150 mètres de haut. Parce que tout à l'heure, plus du double. Un auditeur... Ce sont des monstres d'acier et il faudrait les aligner depuis Gênes en Italie jusqu'à Barcelone en Espagne. Elles font 100 mètres d'envergure, on en met une tous les 300 mètres parce que c'est les normes européennes, on n'a pas le droit de les mettre plus proches que ça, pour que les oiseaux aient une chance sur 2 de pouvoir passer entre 2 éoliennes. Donc on les alignerait de Gênes en Italie jusqu'à Barcelone en Espagne pour remplacer un seul réacteur EPR qui tient dans un bâtiment. Et donc on voit bien que c'est une aberration écologique totale par rapport à l'impact sur les paysages, sans compter les matériaux de construction. Évidemment, s'il suffisait de mettre 1 ou 2 ou quelques éoliennes pour remplacer un réacteur nucléaire, il faudrait le faire. Mais malheureusement, c'est pas possible. Ce sont des milliers, on couvre le territoire entier et ça produit toujours pas autant qu'un réacteur nucléaire. Marie-Stella, vous êtes toujours en ligne? Oui, je suis toujours en ligne. Alors, une précision là. Pour remplacer, si on voulait remplacer le parc nucléaire par des éoliennes, ne serait-ce que la centrale de Fessenheim, il faudrait 7000 éoliennes fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça. 7000 éoliennes, vous vous rendez compte? Oui, c'est énorme. Mais l'autre jour, je posais la question à propos des éoliennes et leur démantèlement à elles aussi. Et alors, on me disait qu'il y avait un bloc de béton sous l'éolienne, 150 tonnes de béton. Parfaitement, il y a 1500 tonnes de béton. Oui, c'est 1000 tonnes de béton. Pardon, 1500 tonnes de béton en dessous. Et alors, on m'a répondu, un écologiste, qui était fort sympathique, entre autres, m'a répondu que c'était pas très grave parce que c'était sous terre, ça ne se voyait pas. Alors, je lui dis qu'il avait probablement raison, mais que ceci dit, quand on enfouissait les déchets nucléaires, on les mettait sous terre, on les voit pas, donc il n'y a pas de problème non plus. Ça, il n'était pas d'accord avec moi. Et les autruches mettent la tête dans le sable pour pas voir également. Oui, et il y a une autre chose qui n'est pas dite sur cette question du démantèlement des éoliennes, c'est que on appâte souvent les agriculteurs ou les particuliers en disant on va vous mettre une éolienne sur votre terrain, on va vous payer une petite redevance, et les gens signent les 2 yeux fermés. Mais dans le contrat qu'on leur fait signer, il est marqué que c'est eux qui sont responsables du démantèlement futur en totalité. Et donc les industriels se défaussent de leur propre responsabilité en la faisant subir aux petits propriétaires qui ont le malheur de mettre leurs doigts dans cet engrenage malsain. Quelqu'un avait fait combien coûte le démantèlement d'une éolienne? Alors non. Entre 500 000 et 850 000 euros l'éolienne. Ah oui, alors là on parlait tout à l'heure du coût du démantèlement du nucléaire, mais là ça n'est pas négligeable non plus. Sans enlever le bloc de béton. Entre 500 et 800 000 euros l'éolienne. Et personne ne provisionne ces sommes-là. C'est pas le propriétaire du champ qui devra payer ses sommes. Mais il ne pourra jamais. Il ne pourra jamais. Mais on m'a fait une comparaison intéressante l'autre jour. On m'a dit qu'on avait coulé suffisamment de béton sous les éoliennes à travers toute la France, une quantité qui correspond à plus de béton que le mur de l'Atlantique. Ça m'étonne pas. Oui. Et alors, les éoliennes présentent en France un autre inconvénient, Marie-Stella.
c'est qu'elles sont implantées à jusqu'à 500 mètres des habitations, alors que dans les autres pays européens, on est à des distances beaucoup plus importantes, qui sont de 1500 à 2200 mètres à peu près. Pourquoi cette règle des 500 mètres qui est extrêmement nuisible? Parce que les infrasons sont tout à fait perceptibles à 500 mètres, sans compter également le mouvement des pales, le risque de troubles visuels liés au mouvement des pales, puisque ça peut dégénérer en crise d'épilepsie. Pourquoi cette règle des 500 mètres, qui est contraire aux recommandations de l'Académie de médecine, d'ailleurs, en 2006? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas suivi la règle des 1500 ou des 2000 mètres, comme dans d'autres pays? Tout cela, c'est pour ne pas défriser les promoteurs éoliens, parce que nous sommes dans un pays où l'habitat est dispersé, oui. Et s'ils l'ont fixé comme règle de ne pas construire d'éoliennes à moins de 1000 mètres d'une habitation, on n'en aurait pratiquement pas sur le territoire français. Ah, voilà, donc c'est pour pouvoir, parce que comme on a un habitat très dispersé, voilà. Donc il fallait s'affranchir de la règle des 1500 mètres, et oui. Alors que au Canada, il y a un médecin, le docteur Nina Pierpont, qui a dit qu'il fallait ne pas mettre d'éoliennes à moins de 5 km d'une habitation. Et d'autres personnes se plaignent en France, se plaignent des éoliennes à 20 km du parc. Jusqu'à 20 km, on les entend. Mais les infrasons, en fait, font le tour de la Terre. Rien ne les arrête. Ah, c'est étonnant. Oui, et en fait, ce sont plus la longueur d'onde est grande et plus ça va loin. Ah oui. Donc les infrasons, mais comment les gens les perçoivent-ils puisqu'on les entend pas? Alors ils les perçoivent comme des vibrations. Je vais vous citer l'ensemble des symptômes. Oui. Ils perçoivent ils ont des troubles du sommeil. En fait, c'est une forme de vibration du corps en permanence, vous voyez. Oui. Ils ont des maux de tête, des acouphènes, alors bourdonnement ou des tintements dans les oreilles, une sensation d'augmentation de la pression à l'intérieur de l'oreille, oui. Des vertiges, donc étourdissement, sensation d'évanouissement, la sensation du corps qui tourne ou de la pièce qui tourne, oui, des nausées, des troubles de la vue, de la tachycardie. Ça porte également sur le système nerveux, donc des comportements qui deviennent irritables, des problèmes de concentration, de mémoire, des angoisses, des palpitations, etc. Et un chercheur allemand avait établi la liste des effets sur les organes. Alors, il disait également qu'il y avait des douleurs oculaires, des effets sur la tension artérielle, des phénomènes de dépression, des troubles circulatoires, épilepsie, effets sur le système endocrine. Alors là, je note que pour les enfants, les infrasons touchent l'hypophyse. Modification des érythrocytes, modification des seuils de sensibilité vibrotactile, troubles de l'équilibre, effet sur la température corporelle, sur la résistance de la peau, sur la fréquence cardiaque, sur la fonction hypophysaire, problème cardiaque, donc infarctus, diminution de l'irrigation sanguine de l'estomac, problèmes neuromoteurs, acouphènes, etc. Bon, il y a beaucoup de choses, mais enfin, tout le monde, heureusement, n'est pas sensible à ce point. Alors, il y a des personnes qui sont plus sensibles. Je ferai un parallèle avec les personnes qui sont sensibles au champ électromagnétique. Voilà, c'est ça. Ouais. Les électro-hypersensibles, ce sont exactement les mêmes symptômes. Les mêmes symptômes. Et d'autres personnes ne le sont pas. Alors évidemment, la malchance pour quelqu'un qui est hypersensible, c'est d'avoir une antenne relais et une éolienne à côté de soi. Voilà. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que quand il y a des problèmes sanitaires qui viennent au jour, les personnes écrivent au préfet, il y a des mesures qui sont effectuées. Bon, il est classique, comme dans les problèmes qui avaient exposé les éleveurs à des souffrances de leurs animaux au bord des lignes à haute tension, c'est que quand le jour des mesures, tout baissait. Bien sûr. C'est pareil pour les éoliennes. Et en fait, on dit il y a telle intensité qui a été mesurée, mais cela ne prouve pas vos troubles qui doivent venir d'autre chose. Alors, il y a aussi un phénomène, c'est que lorsque vous avez plusieurs éoliennes en face de vous, les éoliennes ne vont pas tourner en phase. Oui. Donc, il va y avoir des phénomènes de résonance. Ah oui. C'est ça qui est vraiment extrêmement nocif pour le voisinage. Et des phénomènes de réverbération suivant la topographie. Alors, pour cette raison, nous avons contacté le professeur Gilbert Mouton,
que vos collaborateurs, là, vos invités d'émission ont dû connaître, qui s'est beaucoup investi dans le problème de Tchernobyl, du nuage qui avait dépassé la frontière. Donc, le professeur Gilbert Mouton est un vétérinaire, expert agréé par la Cour de cassation, et il est très proche de tout ce qui est problème sanitaire. On lui doit la révélation donc du scandale de Tchernobyl, de la viande halal, la vache folle, etc. Et il se propose de répondre aux demandes des personnes qui sont atteintes par les infrasons, d'effectuer une expertise sanitaire au bord de ces parcs éoliens. Ouais. Alors, je profite donc de cette émission pour transmettre cette information, que toute personne qui est susceptible de souffrir des parcs éoliens dans le futur, ou même qui en souffre aujourd'hui, peut s'adresser à moi, via mon association qui est l'AFM SISEM. Je vous donnerai les coordonnées après. Oui, peut-être pourrez-vous les communiquer à Radio Courtoisie, qui ainsi pourra les retransmettre aux auditeurs qui pourraient être intéressés. Voilà. Ça sera le meilleur système, en effet. Parce que si cette expertise se réalisait, eh bien, il n'y aurait plus aucune éolienne à fonctionner à la surface de la Terre. Ah oui, effectivement.